Bonjour et bienvenue dans le blog de la transmission d'entreprise. Que vaut le modèle d'Escope pour la transmission d'entreprise? Le sujet est chaud, parce qu'il est largement sous les feux de l'actualité avec la proposition de loi sur l'économie sociale et solidaire, examinée ce mois-ci par les assemblées. Notre ministre Benoît Hamon s'en est fait largement le promoteur en affirmant que c'est une solution pour sauver des emplois dans des PME qui ne trouveraient pas de repreneurs. Et pour forcer un peu le destin de cette reprise de PME par les SCOP, voilà les principaux dispositifs en discussion. D'abord, un nouveau statut de SCOP d'amorçage pour faciliter la reprise par des salariés qui ne disposeraient pas immédiatement des 51% du capital. Deuxièmement, un dispositif concernant les groupes de SCOP, c'est-à-dire qu'une holding SCOP puisse contrôler une filiale SCOP, ce qui n'est pas possible aujourd'hui par les statuts. Et enfin, une disposition qui a fait réagir vivement le monde des PME privées, l'obligation aux dirigeants de PME de faire connaître aux salariés, au minimum 2 mois avant, son projet de cession. Alors, rappel de base sur le modèle des SCOP par rapport aux sociétés anonymes. Quelle est la définition d'une SCOP? Une SCOP est une société commerciale, SA ou SARL, qui bénéficie d'une gouvernance démocratique, c'est-à-dire un salarié égale une voix, uniquement lors de l'Assemblée générale, et d'une répartition des résultats normés en pourcentage entre salariés, associés et capital d'entreprise. Les salariés sont majoritairement associés, détiennent au moins 51% du capital et 65% des droits de vote. Le capital peut être ouvert à des associés extérieurs, mais avec certaines limites. Alors, quels sont les avantages? De fait, ils sont d'ordre social et économique pour les salariés d'abord. Sur le plan social, les emplois ne se délocalisent pas. Les emplois ne sont pas une variable d'ajustement de la rentabilité de l'entreprise. Et sur le plan économique, l'entreprise ne veut pas se faire racheter aisément par une autre société capitalistique. Et les salariés sont de véritables usufruitiers de leur entreprise, car ils touchent une distribution des bénéfices, en moyenne 40% des résultats de l'entreprise, et en plus, dans 98% des cas, des primes provenant des accords d'intéressement. Avantage pour le dirigeant. Il est élu. Son mandat est en général de 4 à 6 ans, qui n'est d'ailleurs qu'exceptionnellement interrompu, malgré des résultats d'entreprise peut-être pas à la hauteur. Et le dirigeant a un statut de salarié. Alors, les avantages de la SCOP lors de la reprise d'une entreprise par des salariés. Dans le cas où les salariés veulent reprendre leur entreprise, le gros avantage de la SCOP provient du fait qu'il y a un mouvement des unions régionales et nationales SCOP qui est là pour les aider à monter le dossier de l'opération et trouver les différentes sources de financement. Alors, vous me direz, où sont les limites du modèle SCOP? Avant tout, le problème du modèle économique et de sa compétitivité pour assurer sa pérennité. Car il est souvent rappelé que la finalité du statut SCOP est la pérennité des emplois et du projet d'entreprise. Certes, mais la réalité du monde économique ouvert d'aujourd'hui exige de disposer d'un modèle économique d'entreprise adapté aux exigences d'une compétitivité souvent internationale. Le modèle des SCOP est-il assez ouvert pour s'adapter aux forces concurrentielles en présence sur le marché de cette SCOP? La responsabilité des dirigeants de société. Le risque majeur du dirigeant de SCOP face à ces exigences économiques qui s'imposent de l'extérieur n'est-il pas alors de privilégier le maintien des positions acquises pour le bien-être des salariés? La concurrence lui laisse-t-il le temps de s'adapter avec un processus de décision démocratique et toujours un peu long? Et puis le principal risque d'un dirigeant salarié de SCOP est, en fait, de ne pas se faire réélire. Et ce n'est pas un risque économique relatif à son propre investissement, comme le supporte un patron de PME classique. Alors, la problématique de la transmission des PME et du modèle SCOP. D'abord, quelques considérations. Un patron de PME qui pense à céder son entreprise envisage forcément la possibilité, ou non, de la transmettre à ses salariés. C'est alors une question d'appréciation des compétences de son personnel et, surtout, de la capacité de l'un d'entre eux à s'imposer comme véritable patron. Et est-ce que le modèle des SCOP est un plus pour lui? Deuxièmement, à supposer que sa société soit reprise par ses salariés en modèle SCOP, quelle sera l'attractivité de cette SCOP le jour où elle sera à nouveau transmise? Et doit-elle être forcément à une autre SCOP? Conclusion. Le modèle des SCOP est prônu par Benoît Hamon en ces temps de crainte de chômage, de difficultés économiques, comme un modèle protecteur des salariés.
Mais l'est-il vraiment par rapport aux forces économiques qui, elles, ne s'encombrent pas de cette différence de modèle social? Deuxièmement, au total, le modèle des SCOP apparaît plus fermé qu'ouvert. Il est protecteur des salariés et des associés, mais protège-t-il contre la vélocité des concurrents qui prennent des décisions avec une extrême réactivité sur des changements capitalistiques nécessaires? C'est cela le plus important pour la pérennité. Et troisièmement, pour la transmission, l'opportunité de transmettre aux salariés est toujours une bonne idée et bien vue en général par les financeurs. Lorsque cette opportunité est réalisable, les patrons de PME y pensent naturellement. Faut-il pour autant en passer par le modèle SCOP? Dans certains cas de SCOP, le processus risque d'être compliqué à gérer. À la semaine prochaine sur le sujet des pactes d'associés, mais dans des sociétés anonymes classiques. Merci pour votre attention. Jacques Jourdis.